Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, on va revenir sur la victoire 3-0 contre Sassuolo, des buts de Khedira, Ronaldo et Emre Can. Et Emre Can, merci, j'avais perdu le nom. Emre Can, effectivement, donc. Et la voix que vous avez entendue, c'est celle de Cosimo qui va m'accompagner aujourd'hui. Salut Cosimo. Salut Fio, bonjour à tous. Et la Juve qui retrouve donc la victoire après une défaite contre l'Atalanta et un match nul contre Parme. Une victoire qui permet aux Bianconeri de reprendre 11 points d'avance sur le Napoli puisque les Napolitains ont fait match nul contre la Fiorentina 0-0. Ça a été une entame de match très laborieuse pour la Juve contre Sassuolo et puis finalement elle a laissé la tempête passer et puis elle a réussi à profiter un petit peu des erreurs de son adversaire et notamment du gardien Consigli pour s'imposer. Est-ce que t'as des réponses à tous les doutes qu'on pouvait avoir la semaine dernière après ce match, Cosimo? Déjà, c'est vrai que d'un point de vue c'est assez étonnant de se dire que on a mis ce but à un moment où on n'était pas vraiment au mieux, on dominait pas le match, et à partir du moment où on a mis le but, on a réussi à se réveiller, on a retrouvé une Juve qui jouait ensemble. Et des réponses, je sais pas, parce que ils en ont donné, mais je trouve ça étonnant en fait, parce que si ça m'étonnerait pas que quelqu'un regarde le match dès le début, qui regarde 10 minutes et qui soit parti, parce que c'était vraiment catastrophique. Donc des réponses, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils en ont quand même donné parce que on a retrouvé une équipe qui joue ensemble. Jouer avec de l'envie, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un minimum de football. Mais en même temps, on peut pas gagner s'il n'y a pas d'envie et que du football. Et c'est là en fait où c'est hyper intéressant. Il y a des courses qui ont été faites en équipe, que ça soit avec ou sans ballon. Il y a des mouvements qui ont été hyper intéressants et bizarrement c'est quand on a mis le but, je sais pas pourquoi, enfin je trouve pas ça logique. En général quand on met le but on a tendance à pas s'endormir, là pas du tout, mais on a vraiment vu des choses intéressantes de la Juve qu'on a pu voir en 2018, donc vraiment de faire des courses ensemble, que ça soit avec ou sans le ballon, vraiment de voir les efforts de chacun, c'était très intéressant. Donc je trouve que ça a donné une bonne idée de comment retrouver un peu le jeu. Et on parle souvent de Mandzukic ou de Pjanic comme des pierres angulaires de notre jeu et que c'est des joueurs importants qui sont un peu irremplaçables dans le système ou autre. Mais on a quand même bien joué alors que notre prochain défensif, c'est toujours Rugani et Caceres, ils ont eu des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même réussi à développer des joueurs qui n'étaient pas forcément les joueurs de l'équipe type. Cancelo n'était pas là. Di Chiellini et Bonucci étaient là donc pour suppléer tout ça. On a joué avec Khedira qui a même pas été mauvais. Donc ce que je veux dire c'est que vraiment il y a une cohésion qui a été retrouvée avec une Juve B d'un certain secteur de jeu qui nous a quand même aidé à bien jouer. Et ça c'est une bonne chose. Donc je trouve que là il y a une bonne réponse qui a été donnée parce que la Juve A avec l'équipe type a toujours prouvé, mais la Juve B avait avait un peu de peine à trouver un niveau, à se mettre un peu au niveau de la Serie A, à faire des turnovers avec les remplaçants qui donnaient pas de satisfaction. Et là, j'ai l'impression que c'est une bonne chose parce qu'on a réussi à faire une belle équipe, quoi. Alors, je compte pas les 20 premières minutes qui sont catastrophiques, c'est incompréhensible. Mais en même temps, étonnamment, on est surpris agréablement, mais on a donné une très belle réponse en jouant 70 minutes après, quoi. Donc c'est très bien, très belle réponse qui était catastrophique. Alors Allegri, il l'a dit justement après le match, il a dit les joueurs ont eu l'intelligence en fait de voir que ce début de match se passait mal, de se mettre un petit peu derrière, de laisser l'orage passer comme je disais tout à l'heure, en sachant que le match est très long justement et qu'ils allaient forcément un petit peu en reprendre le contrôle. Et justement il y a ce premier but qui est arrivé et qui a un peu coupé les jambes de Sassuolo parce que Sassuolo ils savent qu'ils ont eu quelques occasions de passer devant et ils savent que quand tu transformes pas ces occasions contre la Juve, ça peut coûter très cher et c'est exactement ce qui s'est passé. Je trouvais que Sassuolo avait très bien commencé le match aussi d'un point de vue tactique. On a senti qu'ils avaient un petit peu retenu quelques leçons justement du match aller. Et c'est vrai que voilà, il y a cette grosse erreur de Rugani justement qui est sauvée de justesse par Szczesny. Ce qui est penalty d'ailleurs pour toi sur l'intervention de Szczesny? Pour moi, il n'y a pas du tout penalty dans le sens que je suis tout à fait d'accord sur le fait que
Chesney touche les jambes de l'attaquant, je sais pas d'ailleurs, je me souviens plus qui c'était. Il lui touche les jambes et vraiment il est en pleine course, mais son déplacement est parfait, il se met pas dans la course de l'attaquant, il touche le ballon avec la main et il et un peu dans l'action en découle le fait qu'il est obligé de toucher les jambes du joueur, il est obligé de sortir. Après, ça m'aurait pas choqué que l'arbitre le siffle, parce qu'il peut très bien siffler le fait qu'il y a un excès d'engagement, mais pour moi c'est totalement un geste de gardien qui s'impose dans ce genre de sortie, parce que franchement, bon, on a beau dire ce qu'on veut, hein, on a très bien réagi ou quoi que ce soit, mais le match il est absolument pas pareil à partir de là. Et non, pour moi c'est une très belle sortie. Il touche vraiment que le ballon. C'est vrai qu'il touche. Après, c'est vrai que le joueur est obligé de tomber, mais je veux dire à un moment donné. Si on s'en tient à la règle, en fait, s'il touche d'abord le ballon et ensuite le joueur, il n'y a pas faute, et en revanche, s'il touche le joueur avant le ballon, il y a faute. C'est ça. Et la difficulté, c'est que là, en fait, on rentre dans l'arbitrage microscopique, parce que même au ralenti, en fait, on a du mal à voir ce qui touche en premier. Et au final, même la presse encore ce matin est divisée. Pour la Gazzetta, il n'y a pas penalty. Pour le Corriere, par exemple, il y a penalty. Alors après, on sait que le Corriere est dans une mouvance plutôt anti-Juventus, mais on va dire qu'ils ont fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Mais du coup, non, c'était très difficile hier de dire s'il y avait penalty ou pas penalty. Bon, l'arbitre l'a revu à la vidéo, il a pris sa décision et elle nous a été favorable pour cette fois-là. Surtout, une question aussi par rapport à l'arbitrage. On parle souvent aussi, dans l'arbitrage, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et en fait, c'est là où on se dit que même avec les images, moi ça me choquerait pas si l'arbitre aurait sifflé penalty, ça m'aurait pas choqué du tout, vraiment pas. Mais je trouve dans ce sens que l'arbitre en fait allait dans le sens du jeu. Ça veut dire vraiment que on voit bien quand même sur les images que Chesney fait tout pour prendre le ballon. Il n'a pas du tout l'envie de faire faute ou quoi que ce soit. Alors il peut se faire penalty, mais je trouve que ça va vraiment dans le sens du jeu. Sassuolo n'a pas vraiment réclamé à mort un penalty. Je trouve justement que ça allait dans le sens du jeu en fait. Même s'ils auraient pu avoir un penalty, ils n'étaient pas très contents parce que le joueur tombe quand même violemment. Mais bon, il y a sujet à interprétation, et c'est bien aussi que les arbitres aient un peu leur interprétation sur des images difficiles, parce que ça aurait été un autre arbitre, il aurait pu se penalty. Alors moi, l'une des choses qui m'a particulièrement marqué dans ce match-là, c'est du coup une formation qui était annoncée en 4-3-3, mais à partir du moment où il y avait Bernardeschi et Deschilio, on a vite compris en fait que ça allait être un 4-4-2, et c'est effectivement ce qui s'est passé sur le terrain. On a vu un 4-4-2, et là, miracle. Parce que on l'a assez dégommé dans l'émission justement pour devoir le souligner aujourd'hui. Khedira a fait un match pas parfait, mais un excellent match. Alors je sais pas s'il a trouvé un remède à son syndrome de mort-vivant. Il a peut-être enfin trouvé une potion pour se bouger sur le terrain. Mais on a revu un Khedira qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui s'insère dans les espaces, qui fait le repli défensif aussi. Alors il était aidé évidemment par la présence de Bernardeschi, qui jouait pas en ailier justement, mais vraiment en milieu droit, et qui faisait du travail défensif et offensif. Mais voilà, Khedira d'ailleurs, c'est le joueur qui, entre ce match-là et celui de Parme, le joueur à s'être procuré le plus d'occasions après Cristiano Ronaldo. Donc c'est peut-être pour ça que Cristiano Ronaldo l'a littéralement dégommé en plein cours du match. Là, peut-être qu'il commençait à être jaloux de ce Sami Khedira on fire là, parce que voilà, il marque un but, il est tout prêt à 2 reprises de marquer un doublé même. Et puis même, il y avait beaucoup de mouvements dans cette équipe-là à partir du moment où ça allait mieux. Et ce 4-4-2 là, ça m'a pas mal surpris. Il y a le retour de Pjanic qui fait beaucoup de bien aussi. Mais du coup, un système sans Dybala finalement, et un 4-4-2, ce sera difficile de le faire avec Dybala, qui était plaisant. Et puis ensuite, Dybala rentre, et là, il nous fait encore des choses magiques. Alors du coup, moi, je te parlais de réponses tout à l'heure à des doutes qu'on pouvait avoir. Moi, je sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce que le 4-4-2, c'est la condition pour qu'on puisse avoir un milieu performant, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser Dybala sur le banc? Disons que pour revenir à Khedira, en fait, je vais revenir d'abord sur Khedira dans le sens qu'il a fait un très bon match, et il avait déjà fait un match qui était plutôt correct face à Parme. Et en fait, c'est ce qu'on attend de Khedira. Ça veut dire que, pour moi, c'est pas qu'il n'a pas cette place de titulaire, mais pour moi, il doit être un minimum performant quand on lui demande de jouer au moins en Serie A. Si le niveau est trop élevé parce qu'il commence à être cramé physiquement, ça serait totalement compréhensible. Mais là, je suis content qu'il ait ce niveau-là. Alors après, le 4-4-2, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, dans le sens que contre le Chievo, on avait déjà joué au 4-4-2, alors oui, c'était Chievo Vérone, mais j'ai trouvé qu'on avait
tout le match, on avait la main mise sur le match. Alors c'est vrai que c'était Keo Veron en face, mais Dybala, qui était sur le terrain à ce moment-là, avait fait une performance vraiment XXL. Honnêtement, moi je trouve que la réponse qui a été faite sur ce match-là, si on doit jouer ou pas avec Dybala, je trouve qu'en fait la réponse qui a été faite, c'est que on peut enfin se fier à plus à 11 joueurs titulaires où on est sûr que quand on a 11 joueurs dans cette équipe, les 11 même, l'équipe titulaire, on va y arriver, et s'il nous manque un joueur, on est foutu. En fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine réponse dans le sens que si les joueurs continuent comme ça, on va vraiment avoir une équipe où, peu importe le match, parce que Allegri est quand même un entraîneur qui se trompe des fois, même assez souvent dans les compositions de départ, mais il se trompe quasiment jamais dans la lecture d'un match. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que si on continue comme ça, on va avoir des réponses. Et je veux dire, à 2-0, Dybala qui rentre, il a touché son deuxième ballon, c'est ce que j'écrivais hier sur Twitter, il a touché son deuxième ballon, et il a fait une action incroyable. Et Ronaldo à 2-0, il aurait pu tirer, parce qu'on sait qu'il aime bien tirer, etc. Non, il a trouvé American, premier ballon, c'était totalement parfait. Et j'ai pas trouvé que Sassuolo avait été une équipe, elle qui est plutôt d'abord une équipe qui aime beaucoup attaquer. J'ai pas trouvé que ils avaient si mal joué que ça non plus en deuxième mi-temps. Ils ont essayé de revenir et nous on a vraiment essayé à contrôler. En fait, on a tendance à pas aimer la gestion quand la Juve par exemple gagne 1-0 et que au final elle gère son match. Là on a eu des mouvements. Je trouve qu'en fait on a une réponse collective. C'est ça qui est important. Qu'il y ait un joueur qui soit bon ou moins bon, je trouve que c'est la réponse collective. Le fait que Dybala soit là ou pas là, en titulaire ou pas titulaire, je trouve qu'il y a une réponse collective. En fait, il y a une certaine dépendance, et j'ai l'impression qu'on va peut-être plus avoir cette dépendance comme au début de saison, où on jouait très bien, peu importe les joueurs. Donc je sais pas, la réponse, je la trouve collective. J'ai pas la réponse comme toi, dans le sens que je sais pas trop si vraiment ça sera une question de module, généralement c'est une question d'animation. Avec l'équipe qu'on aurait pu mettre juste avant, dans les deux matchs d'avant, on pouvait jouer dans tous les systèmes qu'on voulait, il n'y avait pas de mouvement. Et vraiment, hier, on a retrouvé quand même du mouvement, et peu importe les joueurs. Même Khedira n'a pas été mauvais, et n'est pas d'ailleurs même pas le plus mauvais du match, alors que on a tendance à le mettre en flop, et si on met un flop, limite on va être sur Khedira pour mettre quelqu'un d'autre, vu qu'on va le mettre d'office. Donc vraiment, c'est là où c'est intéressant. Je trouve que la réponse est plutôt collective, et que peu importe les schémas, je trouve qu'il y a vraiment une question d'animation, et peu importe les joueurs aussi. Bah, Alors, c'est vrai sûr, qu'Allegri, mais... il répète assez souvent justement que les modules, les stratégies, ça n'a vraiment pas d'importance, surtout pour la phase offensive. Lui, il est très attaché à son organisation défensive. Mais c'est vrai que malgré tout, oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est dans l'animation et dans le mouvement que ça a été la clé, parce qu'en fait, on a même vu Mandzukic et Ronaldo qui ont été très intelligents sur ce match-là, parce qu'ils ont beaucoup joué sur les côtés pour permettre justement à Khedira, Pjanic et Bernardeschi en fait d'aller s'infiltrer dans les espaces, dans la surface de réparation. En fait, on a beaucoup vu justement Bernardeschi et Khedira apporter les occasions comme ça. Et en fait, c'est justement cette capacité de Mandzukic et Ronaldo à jouer avec cette intelligence, d'aller un petit peu dézonner sur les côtés, à tirer les défenseurs. Je me dis, si Mandzukic n'est pas là et que tu mets Dybala à sa place, bah, c'est peut-être pas le même match. Dybala va peut-être un petit peu plus marcher sur les pieds de Khedira, tu vois. Donc je me dis, Dybala avec son talent, ce serait quand même insensé de pas le voir contre l'Atlético Madrid. Mais est-ce que le milieu est capable de répéter une telle performance avec Dybala dès le coup d'envoi, en fait? C'est un peu ça la question que je me pose aujourd'hui. Bah, je pense qu'ils pourront le faire, dans le sens que, pour moi, cette équipe, si je dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs toi qui l'avais écrit dans un article, Allegri, c'est un peu 4-3, et après, les attaquants font ce qu'ils veulent, et ils sont passés d'une certaine manière. C'est ça, et c'est là où, justement, je trouve que c'est intéressant. Mandzukic ne joue pas à gauche, il ne joue pas au centre, et Ronaldo non plus, en fait. C'est vraiment deux attaquants, et c'est là où ta réflexion sur le 4-4-2 est intéressante, parce que, en fait, le fait d'avoir deux attaquants, et surtout quand on a deux joueurs de la tête qui sont vraiment monstrueux de ce point de vue-là, ça peut être très intéressant quand on peut avoir des bonnes occasions de centre, le fait de pouvoir déborder, etc. Et c'est vrai que Dybala, c'est un joueur dans le cœur du jeu, et quand des équipes un peu resserrées, ça peut être... Mais ça me choquerait pas, en fait, que Dybala soit installé avec Mandzukic et Ronaldo, que dans le système Dybala soit du coup un peu le numéro 10 avec les deux attaquants devant et deux attaquants permutent le duo Mandzukic-Ronaldo, mais ça me choquerait pas que avec les latéraux titulaires, les arrières, les défenseurs qui sont titulaires, Cancelo et Alessandro, puissent prendre ce rôle justement d'ailier dans des phases offensives. Surtout qu'on va devoir affronter l'Atlético Madrid. Je pense que l'Atlético Madrid va pas se réveiller à vouloir faire le jeu, alors que nous, on va sûrement le faire un peu par contrainte, parce que l'Atlético va nous laisser le ballon, et en même temps,
on va le faire parce qu'on a les capacités de le faire et que c'est moins dans notre ADN de toujours défendre. C'est plus archaïque comme Catenaccio, comme on peut entendre. Donc je pense que Dybala pourrait être une bonne idée, mais surtout, je pense que des joueurs sur le côté comme Bernardeschi qui fait une très belle performance sera peut-être mieux en rentrée. En fait, je pense vraiment que Dybala est un joueur qu'il faut mettre au départ et qu'ensuite ces genres de joueurs comme Bernardeschi ou Douglas Costa puissent rentrer et jouer en 4-4-2 est une solution, sachant que, enfin, j'y pensais en parlant, que le Bayern de Munich, quand on avait fait une très bonne performance en 2016, on avait joué en 4-4-2, alors à cause des blessures, on a joué en 4-4-2 avec Alexandro et Evra sur un même côté, ça avait très bien marché. On a fait beaucoup de performances avec le 4-4-2, même contre le Real de Madrid, c'était pareil. Et je trouve que c'est hyper intéressant de cette tactique, et j'ai l'impression que c'est une tactique qui nous convient bien. Donc vraiment, on l'utilise pas souvent, mais je trouve qu'elle convient bien, surtout avec des champions. Donc ça pourrait être une solution. Bon, si on revient un petit peu sur les cas individuels, Cristiano Ronaldo, 18e but, 7e passe décisive, il était impliqué sur tous les buts parce que c'est aussi de sa frappe qu'arrive le premier but. On sent justement, comme il l'avait dit lui-même la semaine dernière contre Parme, qu'il est en train de monter en puissance. Il est très bien intégré dans le collectif. On a vu qu'il a fait la célébration de Dybala, justement. Ça m'a un petit peu marqué ça parce que c'est un joueur souvent qu'on dit qu'il est très égocentrique. Là, justement, il prend la célébration de Dybala, il lui dédie un peu son but. Bon, on sent a priori qu'il va atteindre son pic de forme au moment où il l'avait programmé un petit peu et comme il l'a toujours fait avec le Real Madrid pour ce match contre Atlético Madrid. Oui, c'est vrai et le truc sur Ronaldo, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ronaldo est un joueur de la tête monstrueux et avant le match de la semaine dernière où il met aussi un très beau but de la tête, il n'avait pas mis de tête sur corner ou des têtes vraiment surpuissantes ou justement il dominait le jeu aérien comme un vrai attaquant, et le but qu'il avait mis la semaine dernière grâce au centre de Mandzukic et le but de la tête là actuellement, il est hyper important et il montre quand même qu'il a des qualités surtout athlétiques qui sont hyper importantes. Comme tu as dit sur le premier but, c'est lui qui fait la frappe avant que Khedira la mette au fond. J'ai quand même un petit reproche, je trouve qu'il a quand même tiré sur le gardien et tiré pour tirer, avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être pu la placer et marquer son but beaucoup plus facilement. Mais oui, il tire, il tente, et surtout ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vu quelques matchs de Real auparavant, quand il y a 2-0 avec l'action qu'il a pu faire avec Dybala sur le troisième but, il aurait très bien pu tirer, il ne le fait pas, il fait la passe à Emre Can qui est en pleine crise de confiance, qui s'est fait lyncher par un peu tout le monde après son match face à... Donc je trouve ça hyper intéressant. C'est comme tu dis, c'est intégré dans l'effectif, et il y a un côté où il a toujours un peu cette arrogance, mais il a pas cet égocentrisme. On le sent beaucoup moins, et c'est hyper intéressant. Ça va nous aider à aller plus loin s'il continue comme ça. Bon, tu parlais de lynchage justement. On va revenir par contre sur le vilain petit canard du match parce que on a eu une défense qui était pas mal, à l'exception de Rougani. Moi j'ai senti que Caceres avait fait des progrès cette semaine encore, qui s'est intégré encore un petit peu mieux. Il a fait un match assez propre finalement dans l'ensemble. Et c'est vrai que Rougani, moi j'ai senti dès le début du match, là tu sais quand ils font les plans sur les joueurs là qui se présentent au public. Les joueurs de la Juve étaient très sereins sur le visage, sauf un. Et dès le début du match, je me suis dit, Rougani, il est pas bien. Il est un peu, enfin, ça se voyait qu'il était stressé et ça a pas loupé sur son premier ballon. Pratiquement, il fait une grosse bourde qui a failli nous coûter le but. Donc, je pense que ça va être une semaine de gros stress là pour savoir si Chiellini et Bonucci vont réussir à le faire pour Atlético Madrid, parce que ce sera la semaine prochaine, on le rappelle. Parce que ça va vraiment être on en a déjà parlé, une condition déterminante pour ce match. Mais en l'état actuel des choses, on voit pas comment Rougani pourrait assurer sur un match de Ligue des Champions. C'est surtout, en fait, ce qui est très inquiétant, c'est que c'est vrai que Pjanic, une passe quand même, il lui envoie quand même une cacahuète et que il peut pas faire grand chose sur cette passe-là. Mais c'est juste une question d'envie. On a vraiment l'impression qu'il était timoré, qu'il n'osait pas aller dans le ballon. Je veux dire, on aurait dit vraiment un enfant, et on a failli se faire avoir bête. Et c'est vrai que, comme tu disais, Caceres est là depuis 2 semaines, c'est un ancien du club. J'ai l'impression qu'il a marqué plus les esprits et plus de sérénité que Rougani. Ce que je veux dire, c'est que imaginons qu'on récupère que Bonucci ou que Chiellini pour le match aller de la Ligue des Champions. Si Allegri décide de mettre Caceres Chiellini, ça me choquerait même pas, vraiment. Et pourtant, je veux dire, j'aime beaucoup Rougani. Je trouve que c'est un super défenseur de complément à Chiellini, que je trouve qu'il a quand même fait des super performances auparavant. Mais là,
il est en train de perdre des points dans le sens que c'est là où il doit répondre présent, c'est là où il a sa chance, c'est là où pendant 4 ans il a toujours des monstres devant lui, il fait qu'il peut pas jouer, il reste quand même, etc., etc. Et là, il a la chance, le privilège de se dire bon, je vais montrer que j'ai une place ici et que je suis pas qu'un 14e défenseur, je suis vraiment un 2e défenseur plus, c'est-à-dire vraiment de luxe, et il le montre absolument pas. Mais pire que ça, un mec comme Caceres qui lui est un peu vieux, je vais pas dire cramé, mais il est quand même pas du tout dans la force de l'âge, a montré plus de sérénité. Et ça, c'est absolument pas normal. Et c'est très inquiétant, surtout pour lui, parce que on va récupérer les joueurs ou qu'on les récupère pas. Surtout pour lui, je veux dire, Caceres va donner de la stabilité. Donc ça me choquerait même pas qu'on mette Caceres et j'aurais même moins peur, ce qui est assez étonnant. Pourtant, c'est un peu cette histoire de Tintin et Milou que les éditeurs de l'After en France doivent bien connaître, justement. L'idée qu'il y a toujours Milou, il brille jamais sans Tintin en fait, et qu'il y a toujours des joueurs justement qui ont besoin d'avoir un cadre à leur côté pour briller. Et Rougani, c'est exactement ça. C'est un moment où on lui donne vraiment la responsabilité. C'est à lui maintenant de prendre la défense en main. Et il montre que justement, s'il a pas Kenini ou Bonucci à ses côtés, il a du mal parce que en dehors de cette erreur individuelle, j'ai pas trouvé que son match a été vraiment d'une grande sérénité. J'ai vu Mandzukic beaucoup revenir dans sa zone, parce que Mandzukic a fait de gros retours défensifs, mais il revenait toujours sur son côté à lui et pas trop sur celui de Caceres. Donc on l'a senti un petit peu. Peut-être qu'il y a aussi le fait d'avoir fait cette erreur justement, ça l'a peut-être mis en difficulté. Et du coup ça lui a fait perdre confiance, mais du coup c'est peut-être ça qui a conditionné le reste de son match, mais ça a vraiment pas laissé une très bonne impression. Du coup, il reste une semaine avant le match contre Atlético. Ça va être Frosinone et ça va être un adversaire facile, a priori, à domicile. Mais ça va quand même être un match encore assez révélateur, peut-être pour trouver les derniers réglages avant ce déplacement à Madrid contre une équipe de Atlético qui est un petit peu inconstante, qui s'était bien reprise et puis qui a finalement perdu ce week-end contre le Real Madrid. Là où le match de Frosinone va nous aider, c'est que on a quand même un problème depuis le tout début de la saison, mais vraiment, je trouve, depuis le tout début de la saison, peu importe comment on a joué, malgré nos phases, c'est que on manque terriblement de finition, je trouve. On tire très souvent à côté, on tire très souvent sur le gardien, on trouve pas forcément on peut avoir beaucoup de tirs, mais ils peuvent souvent être très à côté et très peu se procurer des vraies occasions où il aurait pu y avoir but. Et c'est là où ça peut encore nous porter préjudice, mais c'est là où Frosinone peut nous aider parce qu'on sait très bien que Frosinone, ce qu'ils vont faire, c'est mettre un peu un buste. De toute façon, c'est pas une équipe qui a forcément l'ambition, ils essaient de garder les points, essaient de se maintenir, ce qui est compliqué. Et on l'a bien vu au match aller, si on se remet au match aller chez eux, alors oui, c'était la Juve qui était dans une période où elle se rodait un peu parce que les joueurs se connaissaient pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que c'était une équipe qui a mis le bus et on a dû s'en sortir vers la 78e. 78e, je crois, pour mettre le premier but, on gagne 2-0, et je crois d'ailleurs que c'est Ronaldo qui met le but sur un peu un exploit individuel, là-bas, sur un peu ce individuel, et c'est là où, en fait, où ça va un peu être révélateur par rapport à l'Atlético. Maintenant, je regarde pas beaucoup le championnat espagnol, j'essaie des fois, et à chaque fois que j'ai voulu regarder Atlético ces dernières semaines, j'ai pas pu, mais j'en ai parlé avec des gens qui regardent énormément la Liga. L'Atlético, malheureusement, c'est très très faible en termes de jeu. Alors, on pourrait se dire, nous qui regardons pas, on a toujours cette image de l'Atlético, on va toujours dire que l'Atlético n'est pas mort, parce que l'Atlético, en Ligue des Champions, ils vont se réveiller, parce que la finale, c'est au Wanda Metropolitano, parce que Cholo, parce que Simeone, parce que Griezmann, parce que tout. Mais vraiment, d'un point de vue technique, à moins que l'Atlético se réveille parce que ils ont cette fameuse grinta motivation, je l'ai dit tout à l'heure en tout début de podcast, le fait de faire un match sans envie qu'avec du talent, ça ne marche pas. Mais faire un match qu'avec de l'envie sans talent, ça ne marche pas non plus. Et j'ai l'impression que l'Atlético est quand même en perdition. Et si il ne passe pas, je ne veux pas parler de favoris, je vais porter la poisse, mais s'il ne passe pas, ils perdent quand même gros, parce que ils sont fait dépasser par le Real de Madrid, qui leur a laissé quand même pas mal d'avance en début de championnat. Ils ont perdu dans un derby lamentablement. Alors oui, le Real de Madrid revient, mais ils ont quand même perdu un peu lamentablement, et leur jeu est vraiment très très pauvre de ce que j'ai pu dire, de ce qu'on a pu me dire, pardon. Et c'est assez triste pour eux, parce que j'ai l'impression quand même certaines fins de cycle que Simeone n'a jamais su renouveler, et que on est censé, n'empêche, vraiment passer le tour, mais parce que c'est l'Atlético et que c'est le nom. Alors peut-être qu'ils vont sortir un masterclass, je dis pas, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au nom, je pense qu'on a beaucoup plus d'attentes vis-à-vis de ce match, mais vraiment par rapport au jeu de ce qui se passe, on devrait normalement pouvoir s'en sortir, en tout cas en termes de jeu, peut-être pas en termes de score, mais on devrait être au-dessus techniquement. Donc oui, j'espère que ça va nous aider, le match Atlético, une équipe refermée, et avec l'Atlético Frosinone, l'Atlético,
le système d'avoir une équipe qui va être regroupée avec des très bonnes défenses, en tout cas une défense, ça va nous aider, je pense, à préparer le match en tout cas. Bah moi après c'est vrai que j'ai toujours peut-être qu'on surestime, ou moi qu'en tout cas peut-être que je surestime encore un peu Atlético. C'est vrai que j'ai un peu cette crainte quand même que voilà, la Ligue des Champions elle est capable de galvaniser des équipes, et l'Atlético c'est typiquement ce genre d'équipe qui peut être galvanisée. Et puis un autre point que j'avais souligné un petit peu plus tôt justement, c'est le fait que un petit peu plus tôt dans l'année que la Juve, voilà, en Europe, elle aime bien jouer sur ses certitudes défensives, bloc un peu plus bas, pressing haut, et là, voilà, elle pourra pas faire ça contre Atlético, et donc j'ai un peu peur qu'elle se fasse piéger, voilà, sur un contre, une petite erreur bête. Bon, pour terminer l'émission, j'ai deux sujets à te proposer. D'abord, on enregistre cette émission un lundi soir, et la Juve vient d'officialiser la signature d'Aaron Ramsey pour l'été prochain. Que penses-tu de cette première recrue donc du mercato estival? Deux avis. J'ai un avis pour, un avis contre. Mon avis pour, c'est que je pense que c'est un profil de milieu de terrain qui nous manque terriblement, dans le sens où Khedira à l'époque pouvait être un box-to-box, à aller de surface à surface, il peut plus vraiment le faire aujourd'hui. Et c'est vraiment un profil qui nous manque, car Bentancur n'est pas un box-to-box. Matuidi en est un, mais techniquement, il n'a pas, même si c'est pas cette capacité à forcément être très bon à la dernière passe, avoir cette lucidité pour créer. Je pense que c'est un bon profil pour nous, parce que c'est un profil qui nous manque, et un profil qui nous permettra sûrement de pouvoir créer des occasions plus franches, d'être un peu plus incisif dans les 30 derniers mètres. Mais là où je suis un peu contre, c'est que donc on a donc Ramsey, donc on est sûr, donc si on compte tout ça, on a 6 milieux, sauf que on nous parle aussi que on voudrait Tanguy Ndombele, qu'on voudrait d'autres joueurs, Zaniolo, etc. Moi, ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'on va vendre des milieux. Alors, si on me dit qu'on vend Khedira, bon, il a fait des bons matchs, moi je serais content. Bah là, je pense que Ramsey va envoyer Khedira à la retraite. Voilà, on espère tout ça, mais Khedira a quand même re-signé. Je sais pas du tout s'il va repartir du club ou pas, s'il va rester. Et moi j'ai un peu peur que ça empathise sur le fait qu'on vende un joyau comme Bentancur par exemple, ou au pire Pjanic. Mais je pense que les matchs récemment ont montré quand même que Pjanic était important dans notre jeu, donc je pense que il y a une certaine intelligence de la direction pour ne pas vendre un tel joueur actuellement, vu que Ramsey ne remplacera jamais Pjanic, ça n'a rien à voir en termes de profil. Mais j'ai peur qu'on vende un peu des petits joueurs comme ça qui peuvent être importants, comme Bentancur. Je pense à Bentancur car c'est le joueur en avis. J'ai du mal à voir Khedira partir, hein, vraiment, hein, j'ai un peu de mal. Donc je suis un peu content là-dessus, mais là où je suis très content, c'est vraiment que année après année, déjà, on recrute toujours des gens à paramètre 0 chaque année, et c'est toujours des satisfactions tout le temps. Et en plus de ça, c'est un profil qui nous manquait, donc c'est là où on voit que l'institution a quand même une certaine réflexion et réfléchit quand même de la bonne manière pour recruter les bons joueurs et en avance, c'est-à-dire que c'est déjà l'été prochain. On sait pas encore ce que va devenir la fin de saison, on a déjà prévu l'avenir pour 1-2 ans, quoi. C'est parfait. Non, c'est un très bon coup à paramètre 0. Il y a juste la question, voilà, du physique surtout, qui est le plus gros doute aujourd'hui. Apparemment, il a passé quand même 2 visites médicales, hein, donc je pense que la Juve a cherché à blinder cette question. On verra comment va se passer sa deuxième partie de saison, parce qu'apparemment Arsenal va continuer de le faire jouer. Donc voilà, s'il commence à se blesser sur cette fin de saison, ça sera peut-être un petit peu plus inquiétant, mais si physiquement c'est un joueur à la hauteur, c'est un très gros coup, et moi je pense que voilà, Khedira va se retrouver vraiment relégué à un dernier rôle. Après 6 milieux pour 3 places, c'est pas non plus déconnant, hein. Quand Marquisio on avait quelques craintes justement qu'il soit pas remplacé. On a vu des joueurs après comme Bernardeschi par exemple qui étaient capables de jouer milieu, ou même Alexandro, mais voilà, après c'est 6 milieux pour jouer l'Europe. On voit que avec la blessure de Pjanic justement, il y a eu des gros problèmes. Tu peux peut-être construire un milieu à 2 justement, Bentancur, Ramsey d'une manière différente. Voilà, je sais pas si ça voudra forcément dire qu'il y aura un départ, mais c'est une bonne réflexion en tout cas de se poser la question. Ouais. Et puis pour terminer l'émission, comme on le fait chaque semaine, un petit regard sur la Serie A. Et moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est Milan qui se remet bien en marche, et avec du coup Piatek qui a encore marqué, décidément. Et du coup, c'est vrai qu'on disait que on comprenait pas pourquoi Milan vendait Higuaín, parce que s'ils arrivent pas à faire briller un neuf comme Higuaín, il n'y a pas de raison que Piatek marque. Alors c'est que le début, mais pour le moment, il leur donne tort.
Et puis là en plus le premier but de la recrue aussi Paqueta, le Brésilien là qui commence à monter en puissance. Donc je sais pas si ça va durer, mais aucune compétition européenne pour le Milan en seconde partie de saison et voilà des choses qui vont un petit peu mieux. Bakayoko aussi qui est un autre joueur maintenant. Donc voilà c'est une équipe qui va faire une seconde partie de saison intéressante et qui va peut-être aller chercher sa place en Ligue des Champions. Avec l'apport d'un joueur comme Piatek par rapport à Higuaín finalement qui aura vraiment raté son passage à Milan, mais ça on l'a déjà assez répété je pense. Qu'est-ce qui t'a marqué en Italie toi ce week-end? Je vais dire comme toi par rapport au Milan, parce que quand Piatek est venu et que Higuaín est parti, j'avais lancé un tweet, bon on m'avait pas répondu, mais sur est-ce que Piatek fait le jeu, parce que je me posais la question en me disant avec Milan Higuaín, il redescend, il fait beaucoup de passes pour libérer les ailiers, faire des petites transversales, jouer au dos au but, etc. Je me suis dit qu'avec un joueur comme Piatek, que j'ai pas beaucoup vu jouer, on va pas le cacher, je me suis dit qu'ils allaient jamais réussir à mieux jouer parce que ce sera pas un joueur qui va décrocher, etc. Et en fait, on a l'impression que ça joue beaucoup mieux, et en fait, peut-être que Higuaín était un poids mental pour toute l'équipe. Et ça, en fait, peut-être que le fait qu'il était pas prêt, qu'il aurait pas voulu être à Milan, qu'il voulait pas être là, qu'il était là un peu par force des choses, ça a peut-être bouffé Et c'est vrai que le Milan revient bien avec Paqueta. C'est vrai que j'ai vu la deuxième mi-temps en plus du Milan hier. C'était hyper intéressant. Je veux dire, c'était Cagliari en face, mais on avait l'impression que c'était un match normal d'une grande équipe de Serie A qui battait un petit de Serie A, tout à fait logique. Et surtout, Donnarumma depuis cette année ne fait plus vraiment de boulettes. Il commence à devenir un vrai gardien. Il a eu un cap mental et contrairement à tout ce qu'il a pu se dire, je trouve que c'est bien pour Gattuso, parce que les blessures ne sont pas une excuse, mais pour un entraîneur comme Gattuso qui est encore jeune, je trouve, en tant qu'entraîneur, et qui a encore quelques limites, je trouve qu'on n'a pas assez excusé le fait qu'il n'avait pas forcément toute son équipe et que c'était pas facile de trouver une alchimie. Et Bakayoko a été insulté à ses débuts, et aujourd'hui il a adulé car c'est le meilleur milieu de terrain sur cette saison. Donc non, je suis très content pour Milan, vu que, un peu comme Calo qui n'est pas avec nous ce soir, j'en veux que du bien, comme il avait dit, car c'est une grande équipe italique, ça serait bien que on rejoue le top avec eux, que du bien pour cette équipe, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour eux. Et on salue Calo qui est à la technique ce soir justement. Et ce sera donc voilà le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine après le match contre Frosinone et juste avant donc ce choc contre Atletico. Voilà les dernières infos, les dernières sensations et puis nos pronostics sur ce match avec des champions. Ce sera la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Ciao. Merci à toi, merci à vous. Salut.